Alors maintenant, on va attaquer le contenu du cours annoncé la dernière fois. Alors la dernière fois, on avait parlé, si vous vous rappelez bien, des sociétés égalitaires qui avaient duré pendant 3 millions d'années, puis de la manière dont les inégalités sont apparues dans ces sociétés, jusqu'à ce qu'arrive l'État. L'État qui, à son origine, est vraiment la domination d'un groupe sur un autre. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon. Alors je pense que ça pourrait être intéressant d'étudier d'autres États un peu plus développés que celui un peu primitif dont nous avons parlé la dernière fois. Et moi j'ai choisi de vous parler de la cité athénienne, donc Athènes dans l'Antiquité, et j'ai choisi de vous parler de la féodalité. Donc c'est ça que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous parler d'États qui ont existé avant notre État. Nous, on a connu surtout l'État-nation, puis maintenant on connaît l'État supranational, mais bon, avec l'Europe. Mais on connaît surtout l'État-nation. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Voilà, c'est ça l'objectif du cours que je vous propose aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la cité athénienne, bon. Alors, il faut savoir que l'État, à cette époque, donc la cité athénienne, la période de la démocratie, c'est à peu près le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant, il s'est passé des choses. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres États qui ont existé. L'État mycénien, l'État achéen, c'est la guerre de Troie, l'État dorien. En Grèce, il a existé d'autres États. Et ces États étaient tous caractérisés par le fait qu'ils étaient dominés, dirigés par une aristocratie guerrière. Car l'essentiel de l'activité de ces États, c'était la guerre. Et donc, l'aristocratie guerrière gérait à la fois le politique, le judiciaire et le religieux. Elle gérait tout et elle avait comme activité de faire la guerre pour récupérer des territoires et pour récupérer des butins. Et les butins, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelait la dernière fois, vous vous rappelez, les objets de prestige, ce à quoi les gens tenaient beaucoup pour montrer qu'ils étaient puissants, qu'ils avaient du pouvoir dans la société. C'était très très important. Donc l'aristocratie guerrière, elle faisait la guerre pour la terre et le butin. Et au départ donc vers moins 1000 à peu près, quelle sorte de guerre c'était ? Eh bien c'était des fantassins, des soldats à pied qui se rencontraient, se bagarraient, et c'était l'idée du duel qu'on appelait le duel aristocratique. C'est-à-dire les gens se battaient deux par deux. Ils avaient quelques armes, mais pas trop, parce que l'âge de fer, ce n'est qu'en moins 1000, donc ils avaient quelques armes, mais c'était l'idée de se battre deux par deux. Et à la limite, celui qui gagnait était glorifié. Et il pouvait même arriver, comme dans le combat des chefs, Astérix, que chaque camp ait son champion, et que les champions se battent, et que celui qui gagnait, gagnait la guerre. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait quelques blessés, mais très peu en fait. C'était pas du tout la guerre au sens où nous l'entendons actuellement. Bien. Alors, ensuite, avec probablement le développement de l'âge du fer, de la sidérurgie, d'un début de sidérurgie, donc vers moins 900, moins 800, quelque chose comme ça, eh bien, les armes ont pu se développer plus. Avant, on avait des armes en bronze, c'était lourd, c'était pas facile à manipuler. À l'âge du fer, on peut avoir des armes beaucoup plus intéressantes pour blesser ou pour se défendre. Intéressantes. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y a eu ce qu'on a appelé la réforme hoplitique ou la révolution hoplitique. À cette époque, on a pu produire beaucoup plus d'armes, et donc on s'est dit, pour faire la guerre, maintenant, on va lancer des groupes de gens armés jusqu'aux dents, les uns contre les autres. Alors, ça a été les hoplites. Les hoplites, c'était des gens, des soldats, qui avaient une arme offensive, un glaive,
une lance assez longue avec laquelle ils pouvaient foncer, qui était protégée au moins, vous savez, les protèges tibiales, les knémides des Grecs, peut-être qu'ils avaient une petite protection en cuir là, et surtout ils avaient un bouclier défensif rond qu'ils tenaient très solidement. Et donc, comment faisaient-ils? Eh bien, on les organisait en ce qu'on appelait une phalange. Une phalange, c'était 7 ou 8 personnes comme ça en carré, comme la tortue dans Astérix, la tortue romaine dans Astérix, c'est exactement ça, hein, mais avec des boucliers peut-être un peu plus petits. Ils avançaient les uns contre les autres, hein, les phalanges avançaient l'une contre l'autre, et il y avait les armes, donc il y avait la poussée, c'est comme au rugby, hein, il y avait la poussée, puis la mêlée, les gens se battaient, et à la fin, la victoire avec le trophée. Et le trophée, c'était les armes que les vaincus avaient. Et je pense, ça c'est une hypothèse, que les gens récupéraient les armes parce que ça devait être quelque chose d'assez coûteux et d'assez difficile à se procurer. Donc ça faisait partie du butin. Voilà. Donc ça, c'était la réforme hoplitique. Alors, pour vivre cela, pour faire une guerre efficace, il fallait donc que cette aristocratie guerrière qui avait l'habitude de se battre deux par deux, elle partage un peu la guerre, le fait de faire la guerre. Donc, elle a été obligée de se tourner vers d'autres personnes que les aristocrates. Et donc, elle a lancé, c'est comme ça qu'on est passé de quasiment monarchie à une oligarchie, et puis, après, à une démocratie. Alors, je vais parler de la démocratie athénienne, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc il a fallu que la monarchie se transforme en oligarchie, puis qu'il y ait un certain nombre de réformes. Ces réformes, elles ont consisté, il y en a une, la réforme de Clisthène, qui a été très importante, parce que la cité athénienne était constituée, occupée par des tribus. C'était des tribus qui s'étaient réunies et qui, à un endroit, avait dit, là il y aura le temple des dieux, là il y aura l'endroit où on se réunira, voilà, et autour, on va vivre autour. Et donc, c'était des tribus. Et Clisthène a dit, maintenant, je vais créer des circonscriptions où on va mélanger les gens des tribus, ce ne sera plus le lien de sang qui sera important, ce sera le lien politique, le lien civique. Et donc, cela... Il a créé ce qu'on appelait, ces circonscriptions, on les a appelées des dèmes. Les gens qui habitaient ces dèmes, on les a appelés des démotes. Et ensuite, l'ensemble a été le pouvoir des démotes, donc la démocratie. Démos, ça veut dire peuple aussi, mais n'empêche que c'est à partir de là que la démocratie est apparue. Donc ça veut dire qu'il y avait des magistrats suprêmes et il y avait des magistrats qui assuraient la fonction de gestion, que les monarques assuraient avant, et ça veut dire qu'il y avait des assemblées. Et effectivement, dans cette démocratie, les magistrats et les membres des assemblées étaient tirés au sort parmi des citoyens volontaires. Donc, en ce sens, tirés au sort pour un temps limité. Donc c'est un peu ce que dit Étienne Chouard, quand il propose une démocratie par tirage au sort, il s'est inspiré de cela. Ok. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, tout le monde n'était pas citoyen. Seuls étaient citoyens ceux qui pouvaient se procurer un armement et être guerriers. Il fallait aussi qu'ils soient de pères athéniens, et après, il a même fallu qu'ils soient de parents, les deux parents soient athéniens. Mais donc les citoyens, c'est avant tout des soldats, des guerriers. C'est pas la vision qu'on a de la démocratie habituelle. Et puis en plus, je vais prendre une approximation que certains historiens donnent. À l'époque de la démocratie, à l'époque classique, Athènes avait, mettons, 330 000 habitants. Là-dessus, il y avait 130 000 esclaves. Hommes et femmes, mais 130 000 esclaves. Il y avait aussi 120 000 femmes et enfants, considérer les femmes comme des mineurs complètement dépendantes des hommes, n'ayant absolument aucun pouvoir de décision au niveau politique. Elles restaient chez elles. Donc ça fait, voilà. Ça fait donc, alors après, il y avait 40 000 étrangers, les métèques, et puis il y avait 40 000 citoyens. Donc il y avait 40 000 citoyens qui décidaient pour
330 000 personnes. J'ai mis 10%, c'est pas tout à fait vrai, c'est 12%, quelque chose comme ça. C'est ça la démocratie athénienne. Ce n'est pas tout le peuple qui décide pour tout le monde, pas du tout. Hein. C'est quelque chose de très élitiste malgré tout. Et d'autant plus que tous les citoyens ne participaient pas à la vie politique, parce que certains n'en avaient pas le temps. Il y avait ceux qui étaient paysans, ils n'avaient pas le temps de le faire. Puis il y avait ceux qui étaient riches, qui étaient vraiment dans l'aristocratie, disons, eux, ils avaient le temps, et c'était eux, en fait, qui dirigeaient, qui assuraient les magistratures suprêmes, etc. Dans les assemblées, il y avait un peu plus de monde, mais sinon, c'était... Voilà. Donc l'idée qu'on a de la démocratie athénienne ne correspond pas à l'idée qu'on a habituellement, pour nous, de la démocratie. Mais c'est intéressant de voir d'où ça vient, me semble-t-il. Et donc tout ce peuple, toute cette cité était organisée autour de la guerre. Et Aristote, qui était un philosophe réputé, tout de même, je pense que tout le monde le connaît, eh bien Aristote disait que la guerre était une praxis, c'est-à-dire c'est une action qui avait sa propre logique en elle-même. C'est une action qui n'était pas dépendante de personne. C'était quelqu'un qui décidait de faire la guerre parce que c'était l'être humain, c'était bien, c'était noble de faire la guerre, et donc c'était quelque chose de noble que personne ne disait, on ne lui disait pas va faire la guerre, non, j'y vais de moi-même, et ça c'est ce qu'on appelait une praxis. Et c'était extrêmement valorisé, car dans la cité athénienne, ce qui était important, c'était d'avoir du pouvoir ou d'avoir du prestige. Et Jean-Pierre Vernant, qui est un historien, je vous passerai les coordonnées si vous voulez, enfin bibliographiques, qui est un historien spécialiste de la cité athénienne et qui a écrit des choses formidables sur la cité athénienne, disait au siècle de la démocratie, ce qui était important chez les Athéniens, ce n'était pas de fabriquer des choses, non, ce qui était important, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres. Donc c'est une façon de voir qui est complètement, enfin, qui n'est pas différente de la nôtre, parce qu'avoir des pouvoirs, ça existe encore, mais c'était normal, quoi. Vous voyez, c'était ça la valeur. La valeur suprême, c'était d'avoir du pouvoir sur les autres. Et de fait, les citoyens avaient du pouvoir sur ce que j'ai appelé l'économique. Vous vous rappelez la dernière fois, la définition de l'économique, c'était l'organisation que les gens avaient entre eux pour tirer leur subsistance du milieu dans lequel ils se trouvaient. Donc, à l'époque de la cité athénienne, l'économique était assurée par l'agriculture. Et qui détenait les terres? Eh bien, les citoyens. Quand on était citoyen, on était soldat, et en plus, on détenait la terre. Et on le faisait cultiver par des esclaves, ou par des personnes dépendantes, des paysans qui avaient une dette ou quelque chose comme ça et qui se mettaient au service des gens, des citoyens qui possédaient la terre. Alors, les esclaves. Un esclave, on allait le chercher justement par la guerre. Hein, on le récoltait par la guerre. Un esclave, c'est une personne qui n'est plus une personne. Il n'a plus de nom, plus de famille, plus rien. C'est quelqu'un qui est un objet, considéré comme un objet, ou comme une machine actuellement, comme un robot si vous voulez, et qui dépend uniquement de son maître, qui a tout pouvoir sur l'esclave. Alors ça constitue la base, le fondement du fonctionnement de la cité athénienne, comme après Rome, l'esclavage était très très développé. Et donc Aristote, the philosophe d'Athènes, enfin des Grecs, disait « L'esclavage, c'est quelque chose de naturel. » Pourquoi? Parce que le peuple athénien, de la cité athénienne, est supérieur aux autres. Donc il est normal qu'il domine les autres peuples, et c'est normal que les autres peuples soient soumis à l'esclavage dans la cité athénienne. Bon, c'est intéressant à deux points de vue. Premier niveau, c'est intéressant parce qu'on voit que, quelle que soit l'intelligence des gens, ils sont de leur époque. Et donc, ils adoptent les normes sociales de l'époque. Ça, c'est la première chose. Ça, on va le retrouver quand on étudiera les différents théoriciens économiques. Les gens qui ont raconté des théories économiques, ce seront des gens de leur époque, qui défendront leur propre intérêt à leur époque. Voilà, ça c'est important. Et deuxièmement,
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il présente ça comme quelque chose de naturel, alors que c'est éminemment social et politique d'avoir l'esclavage. Ça n'a rien de naturel. C'est une société qui en domine une autre, qui domine d'autres gens. C'est totalement social et politique. Alors ça, c'est aussi un grand truc des économistes qu'on verra après. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui leur convient, par exemple les économistes qui sont genre Adam Smith, qui défendent le commerce, qui défendent le capitalisme, eh bien ils vont dire c'est l'état naturel de la société, le capitalisme est l'état naturel de la société. De cette façon, on ne peut pas le remettre en cause. Et c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, l'égoïsme, c'est l'état naturel de l'humanité. Donc on ne peut pas le remettre en cause. Or, on a vu que c'était parfaitement idéologique de dire qu'il n'y avait que de l'égoïsme. Il y a aussi d'autres choses dont on avait vu que c'était la solidarité. Donc ça, retenez bien ça, parce que quand on étudiera les théories économiques et les différents théoriciens de l'économie, eh bien, il y en aura certains qui se référeront toujours à un état naturel. Et n'oubliez jamais que quand on parle d'économie, ce n'est jamais naturel, c'est toujours social ou politique. Quand on sait ça, déjà, on n'écoute pas les autres, on n'écoute pas les gens de la même manière. Bon, donc c'est intéressant, me semble-t-il, de le noter. Alors maintenant, à Athènes. Alors, est-ce qu'il y avait des échanges, est-ce qu'il y avait du commerce? C'est une question, puisqu'on est en économie. Hein? Bon. Alors, les échanges à Athènes. À l'intérieur de la cité athénienne, il y avait très peu d'échanges, parce que l'idéal athénien, c'était l'autarcie, l'indépendance, l'autonomie. C'est-à-dire que les propriétaires fonciers, les citoyens propriétaires fonciers, leur objectif, c'était d'être autonomes. C'est-à-dire de produire sur leur domaine tout ce dont ils avaient besoin, aussi bien au point de vue alimentaire qu'au point de vue textile, qu'au point de vue artisanat, etc. Donc c'était ça l'objectif. Donc il y avait très peu d'échanges à l'intérieur. Toutefois, je vous ai dit qu'il y avait des étrangers. C'était des métèques. Et ces étrangers, eh bien, ils n'avaient pas accès à la terre, comme les esclaves non plus, d'accord. Mais eux, ils arrivaient à vivre sans avoir accès à la terre. Comment faisaient-ils? Eh bien, ils étaient en général artisans ou commerçants. Alors, je vais d'abord parler de l'artisanat. Ils étaient artisans, c'est-à-dire qu'ils produisaient à la demande. Ils ne disaient pas « Tiens, aujourd'hui, je vais fabriquer 5 poteries et je vais les mettre sur mon étal pour que les gens les achètent. » Pas du tout. C'était un citoyen, quelqu'un qui lui disait « Tu vas me fabriquer telle chose », qui étaient souvent d'ailleurs des objets de prestige. C'était une façon de se procurer des objets de prestige autrement que par le butin. Et donc, de ce fait, Aristote n'appelle pas ça une praxis, puisque c'est une action dépendante. Il va l'appeler une poiesis, parce qu'en grec, poieo, ça veut dire fabriquer, faire. Donc, c'est un autre statut que le guerrier, l'artisanat, vous comprenez bien. C'est important parce qu'on va le retrouver après dans l'histoire. Vous savez déjà que la bourgeoisie n'aura pas le même statut que la noblesse. On va retrouver quelque chose d'équivalent. Et en échange de ces biens produits, eh bien, les propriétaires fonciers, ils donnaient, aujourd'hui ils donneraient peut-être des jetons de plastique pour dire bah, tu m'as donné ça, je te donne 3 jetons et avec ça tu pourras t'acheter un pain, un bout de feta et de l'huile d'olive. Hein. On appelait ça de la monnaie aujourd'hui avec nos yeux, mais ce n'est pas exactement de la monnaie, c'est quelque chose qui dépendait totalement des propriétaires fonciers, qui émettaient ça, des petits bouts de fer, des petits bouts de cuivre, des petits bouts de bronze, en tant qu'unité de compte en fait, mémoire de ce que les gens avaient fait. Et bien sûr, avec ça, ils pouvaient se procurer des choses. Mais ça n'a pas l'envergure de la monnaie actuelle. Alors, les historiens vont, pendant des heures, dire « oui, c'était un moyen de paiement aussi, etc. » Enfin bon, ils vont dire que c'était quand même une monnaie. Moi, je trouve que c'était une monnaie, mais de faible valeur, enfin, plus une unité de compte, à mon avis. Mais c'est mon avis, d'accord? Ça, c'est ce qui se passait à l'intérieur. Et à l'extérieur, eh bien, les gens, ils avaient la guerre, mais ils voulaient aussi se procurer des objets de prestige. Donc, il y avait toute une organisation pour aller chercher des objets de prestige, échanger ce qu'on avait contre ceux de nations, enfin, ce n'était pas des nations, d'États plus éloignés. Ça, cette pratique, elle est très ancienne.
à l'époque des chasseurs-cueilleurs, eh bien, on a trouvé des objets de prestige, par exemple des coquillages ramassés, mettons, sur la côte de Granville, à l'époque, qu'on a retrouvés jusqu'en Russie, l'équivalent de la Russie, à l'autre bout de l'Europe. C'est-à-dire que ça s'échangeait beaucoup, les objets de prestige, hein, mais ça ne s'échangeait pas comme des objets aujourd'hui, ce n'était pas du commerce, c'était pour se faire valoriser. Tu vois, moi j'ai des coquillages de Granville. Ah ouais, bon, et puis ils allaient jusqu'à la Russie, quoi. Hein, d'accord ? Bien. Donc, ça, c'était les objets de prestige. Et ce commerce, eh bien, enfin, c'était un commerce et un échange, c'est entre les deux. Eh bien, il y avait des gens qui le pratiquaient, et en particulier, les métèques se chargeaient de louer des bateaux et d'accompagner les objets de prestige jusqu'à leur destinataire et de revenir avec d'autres objets de prestige. C'est l'origine du commerce international. Hein. Il y en avait d'autres avant eux qui l'ont fait. Mais vous voyez, c'est un commerce, mais pas au sens exactement où on l'entend. C'est plutôt un échange de « Ah, tu vois, comme moi, je suis quelqu'un de bien et de puissant. Hein. » Bon. Et donc, le but des gens puissants, c'était d'accumuler des objets de prestige pour être encore mieux vus dans la cité. Ok ? Et d'ailleurs, les métèques, eh bien, ils étaient pas bêtes. Quand ils faisaient ce transport, ils récupéraient certains objets de prestige ou ils se débrouillaient pour en avoir certains. Et après, ils accumulaient eux aussi des objets de prestige dans l'espoir d'accéder un jour à la citoyenneté. Et il y en a qui y arrivaient, mais ça leur coûtait drôlement cher parce qu'il fallait qu'ils soient des mécènes. On leur disait « Ah, tu as envie de devenir citoyen, et prouve que tu as bonne volonté, tu vas payer toutes les fêtes à Athéna pour fêter Athéna, les célébrations, c'est toi qui vas les payer. Ok, je les paye. Bon, tu as peut-être une chance dans quelques années qu'on t'autorise à être citoyen. » En gros, c'était ça. Donc, c'est intéressant parce que c'est déjà la matrice de ce qui va se passer entre la noblesse et la bourgeoisie. La propriété foncière, hein, ce qui deviendra la noblesse dans d'autres sociétés, hein, eh bien, c'est elle qui détient le pouvoir. Et puis, il y a les commerçants, la bourgeoisie qui va être artisanale et commerçante, qui va essayer d'obtenir le même pouvoir. Et il va y avoir une lutte, et en France, on sait que ça se termine en 1789 hein, par le renversement du pouvoir par la bourgeoisie. Bon, donc, c'est intéressant de voir que c'est déjà en germe. Hein. Voilà, donc ça, c'est les échanges à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, il y a quelque chose qui apparaît, c'est la monnaie. Une monnaie en métaux précieux. Ce n'est pas la même petite monnaie de fer ou, j'allais dire, de jetons de plastique que là. C'est une monnaie qui est considérée comme un objet de prestige. Alors, les historiens ne diront pas toujours tout ça. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Je le considère comme un objet de prestige. Et cette monnaie en métaux précieux, elle apparaît pour la première fois vers le 5e ou 6e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, en Lydie. C'est un royaume qui était en Asie mineure, la Turquie si vous voulez, hein, l'équivalent. Et alors, cette monnaie, elle était fabriquée avec de l'électrum. L'électrum, c'est un mélange naturel d'argent et d'or. 75% d'or, 25% d'argent. À cette époque, c'était considéré comme quelque chose de formidable, parce que dans l'Antiquité, Athènes avait beaucoup d'argent, il y avait des mines d'argent, beaucoup, mais il n'y avait pas d'or, quasiment pas d'or. Donc dans l'électrum, il y avait de l'or, quoi. Électrum, ça veut dire qu'il brille. Hein. Il y avait de l'or, c'était formidable. Donc en Lydie, ils avaient de l'électrum, et ils ont fait, le premier roi qui a fait ça, il ne va rien vous dire comme nom, il s'appelait Aliate. Mais il a dit, je vais prendre ces métaux, l'électrum, je vais en faire des petits bouts, je vais mettre un joli dessin, une patte de lion ou une tête de lion dessus, et ça va être un objet de prestige extraordinaire, et ce sera mon objet parce qu'il y aura mon sceau dessus, le mien. Formidable, je vais devenir quelqu'un de très reconnu comme très puissant. Un vrai objet de prestige. Alors ça, c'est le premier. Et après, il y en a un autre qui lui a succédé, dont vous connaîtrez mieux le nom, qui s'appelait Crésus. Riche comme Crésus. Alors lui, il était assez malin. Il a dit, moi aussi je veux être puissant. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais trouver un moyen pour séparer l'or et l'argent dans l'électrum. Donc, on a trouvé qu'effectivement, il y avait le moyen de fondre et de séparer. Bon. Et après, je vais refaire des pièces, mais au lieu qu'il y ait 75% d'or, il n'y en aura que 50% ou 55%.
Et comme j'ai de l'argent en grande quantité, je vais pouvoir fabriquer un quart de plus de pièces. Ça, c'est Georges Loridé, un historien, qui dit ça, et moi je l'interprète comme ça. Et donc, de ce fait, Crésus, waouh, il avait un tas d'électrons comme ça, et du coup, il en a eu encore plus. Et c'était d'autant plus possible que l'électron, on ne voit pas l'or, quand on voit s'il est plus ou moins jaune, etc., on voit assez vite la quantité d'or qu'il y a dans un mélange. Mais dans l'électron, ça ne se voit pas. Donc, il est devenu très, très puissant. On dit très riche avec notre façon de voir, mais très puissant, il avait accumulé des objets de prestige. Et cette idée de monnaie objet de prestige, elle a continué, elle a été reprise à Athènes un siècle plus tard. Athènes, il paraît qu'ils avaient, moi je ne suis pas du tout numismate, mais j'ai vu certaines pièces de monnaie, et elles étaient réputées comme pour être les plus belles de toute la Grèce. C'était vraiment un objet de prestige, c'est-à-dire que les monnaies étaient frappées et les personnes qui avaient fait l'emblème, enfin le sceau, mettaient leur nom. Leur nom était gravé sur chaque pièce. Donc c'était vraiment des œuvres d'art, c'est comme des bijoux finalement. Hein. Et donc, à Athènes, il y avait des super monnaies. Sur les autres cités, il y en avait aussi, elles étaient moins belles. Mais on n'a jamais essayé de se dire telle monnaie va en valoir 2 fois plus que l'autre. Non, c'était des objets de prestige, on ne comptait pas. Vous voyez la différence avec ce qu'on dit aujourd'hui, hein. Bien. Voilà, et donc le transport, moi c'était pour vous raconter les histoires des métèques, mais je vous les racontais avant, c'est-à-dire que c'était les métèques qui se chargeaient de transporter les objets de prestige et qui en tiraient avantage. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les échanges à Athènes. Maintenant, alors il faut savoir que dans l'Empire romain, tout ça, ça a continué, ça s'est développé. Dans un cadre très particulier, parce qu'un empire, hein, ce n'est pas comme une cité, c'est beaucoup plus vaste, il y avait un certain nombre de caractéristiques. Ce serait très intéressant de l'étudier, mais on ne va pas le faire, parce que je n'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. J'ai envie de passer tout de suite à la féodalité, c'est-à-dire à ce qui a succédé à l'Empire romain. Donc, je vous ai déjà expliqué que la féodalité, elle avait eu lieu, je vous l'ai dit la dernière fois, dans tous les endroits du monde. Hein, c'est-à-dire, c'est une prise de pouvoir par un groupe sur un autre, avec un certain type d'organisation, des tribus, des tribus, des corvées, des tribus, des choses comme ça, des tribus en nature ou en monnaie ou en autre chose. Bon, mais moi je vais vous parler maintenant de la féodalité classique, celle qui existait en France et en Europe occidentale, ok ? Bien. Alors, remarquez la différence avec ce que j'ai écrit. Le titre pour la cité athénienne, c'est « L'État, c'est la guerre ». Et maintenant, je dis « La guerre, c'est l'État ». C'est-à-dire que l'État ne pouvait exister que s'il y avait la guerre. Alors, j'explique. Il faut d'abord savoir que tout a commencé avec la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient a duré beaucoup plus longtemps, jusqu'à la chute de Constantinople, encore 1000 ans, enfin presque 1000 ans après. Bon. Donc, mais ça, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Concrètement, les armées romaines se sont retirées des colonies, des conquêtes qu'elles avaient faites. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces terres n'étaient plus défendues. Donc, il y a eu les fameuses invasions barbares qui venaient de l'Est de l'Europe. Donc, ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé parce qu'il n'y a quasiment pas de traces écrites. Mais enfin, il y a eu des invasions barbares, comme on dit. Bien. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Ils se sont repliés sur leur domaine agricole. Les gens qui possédaient de la terre, ils ont dit, on reste sur notre domaine et on va l'organiser de façon à être encore plus autarcique. Parce qu'ils n'avaient plus d'esclaves. Puisque l'Empire avait disparu, donc la vente d'esclaves, le trafic d'esclaves avait disparu aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, ça va me coûter cher les esclaves si je fais de l'élevage d'esclaves. Alors, comment je vais faire ? Je vais prendre mon domaine, je vais me garder une bonne partie pour moi, et le reste, je vais mettre mes esclaves dessus, et comme ça, ils pourront, par eux-mêmes, assurer leur propre subsistance en faisant de la culture,
et ils pourront se nourrir. Alors moi, bien sûr, je garde quand même, je domine toujours, donc par exemple, je vais leur dire, vous avez 3 jours par semaine pour travailler sur votre terre, et vous avez 4 jours pour travailler sur ma terre ou dans mes ateliers, et étant bien entendu que moi, en tant que seigneur, j'ai toujours un lien avec votre personne, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de quitter mon domaine, vous n'avez pas le droit de vous marier sans ma permission. J'ai un lien de personne avec vous, c'est très important, comme avec les esclaves. Bien. Donc ça c'est le servage, et le servage c'est intelligent parce que ça permet aux esclaves de se reproduire, et ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelait les corvées, c'est-à-dire de travail, hein, à une époque où le commerce était en train de s'effondrer, donc où de toute façon on ne pouvait rien acheter, donc ça aurait été bête de payer quelque chose en monnaie, ça n'aurait servi à rien. Donc là, ça, c'est le servage. Et les maîtres de ces domaines, ou bien ils s'instituaient eux-mêmes défenseurs de leur domaine, ils devenaient des seigneurs de la guerre, en embauchant des soldats, ou bien ils se mettaient sous la protection de gens qui défendaient leur domaine. Donc, à cette époque, il y avait des seigneurs de la guerre, mais il n'y avait pas un État. Il y avait plein de morcellement de petits États, de seigneurs qui dominaient les agriculteurs qui étaient sur leur territoire. Et sauf à 2 époques, à l'époque de Clovis vers le 5e siècle, à l'époque de Charlemagne vers le 9e siècle, où l'un et l'autre ont réussi à faire un empire, c'est-à-dire grâce à la guerre, ils ont pu créer un État. Parce que, comme ils faisaient la guerre, eh bien, ils gagnaient des territoires. Sans gagner des territoires, on ne peut pas faire un grand État. Donc, ils gagnaient des territoires sur lesquels ils pouvaient asseoir leur pouvoir. Et en plus, ils pouvaient ainsi distribuer ces territoires aux gens qui les aidaient à se bagarrer, enfin, à leurs soldats. Et donc, ça leur permettait d'asseoir leur pouvoir sur des terres de plus en plus importantes, donc de créer un État de plus en plus important, et d'avoir en plus ce qui va devenir ensuite des vassaux, c'est-à-dire des gens à qui ils ont donné la terre, moyennant l'engagement que s'ils allaient se bagarrer, eux, les vassaux, viendraient les aider. D'accord ? Donc on commence à voir apparaître du temps de Clovis et Charlemagne, grâce à la guerre, hein, le développement de ce qui va caractériser la féodalité et la relation de vassalité. Alors, j'ai dit pour la cité athénienne, l'État c'est la guerre, et là je dis la guerre c'est l'État. Bon, on peut s'interroger pour aujourd'hui. Est-ce que l'État c'est encore la guerre ? Hein, on n'est plus à cette époque-là, on est dans les États-nations maintenant, c'est plutôt à fait la même chose. Enfin, si on regarde l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe, eh ben c'est l'histoire de guerre. Je sais pas, la guerre contre l'Espagne, contre l'Angleterre, on n'a pas arrêté en France, hein, on a fait la guerre tout le temps. Les États-Unis, depuis qu'ils sont créés, je crois qu'il y a eu 4 ans ou 8 ans de leur vie, de leur existence sur lesquels ils n'ont pas été en guerre. Bon. Ça fait 200, enfin ils sont apparus en 1776, bon, voilà. Donc c'est vraiment, faut le savoir, l'État originel est intimement lié à la guerre. Donc on peut peut-être changer l'État, on peut se dire, oh ben, on va faire des États sans guerre, mais n'empêche que historiquement, c'est intéressant de savoir que ça n'existe pas sans la guerre et sans rapport de pouvoir très violent. Moi je trouve que c'est intéressant de le savoir. Hein, bon. Alors ensuite, l'organisation de la féodalité en quelques mots, eh bien, c'est le seigneur et maître absolu chez lui, sur les gens, sur les terres, sur tout. L'agriculture et les agriculteurs sont complètement dominés, ils obéissent au seigneur. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les valeurs du seigneur, c'est la guerre, c'est le pillage, c'est le vol. Ça, il y a des tas de ballades moyenâgeuses qui disent le pillage, le vol, c'est merveilleux, vive le Seigneur qui a fait cela, grand soit-il, etc. Bon, il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs, en tout cas, qu'on affiche nous. Hein. Donc, le pillage, le vol, c'était la signe du pouvoir, c'était l'origine du pouvoir, donc c'était important. Donc, la vassalité, je vous l'ai déjà expliqué, et
plus l'État s'étendait, plus il fallait que le seigneur ait une administration, délègue. On a un délégué départemental maintenant, on fait pareil à l'UPR. Hein. Là maintenant, il faut que les gens, le seigneur déléguait son pouvoir, parce qu'il avait, sur une grande seigneurie, eh bien, il déléguait son pouvoir. Et donc, il mettait en place une certaine forme d'administration. Alors, à qui il déléguait? Il déléguait à des gens qui étaient sous sa dépendance, à des serfs, ou à des gens qui lui obéissaient, à des domestiques, si vous voulez. Et il leur attribuait un certain nombre de tâches. Alors, juste pour qu'on se rende compte, par exemple, il y avait des ministres. Qu'est-ce que ça veut dire un ministre? Ministère, hein, c'est le contraire de magistère. Magistère, c'est le maître. Ministère, c'est mini, c'est pas magus, c'est tout petit, c'est le serviteur. Hein, vous voyez, le ministre, c'est un serviteur du maître. Bon, je trouve que c'est intéressant de le savoir à l'origine. Hein. Par exemple, aussi le connétable, qui va devenir le responsable de toute la guerre, en fait, à un certain moment. Eh bien, à l'origine, c'est le comte des étables, c'est-à-dire la personne qui s'occupait des étables, des écuries, et donc qui a été déléguée par le seigneur pour aller vérifier que peut-être il y aurait assez de chevaux pour faire la guerre dans l'ensemble de son territoire. Bon, je trouve ça intéressant de se rendre compte. Le maréchal aussi, c'était vraiment le palefrenier à l'origine, hein. Il s'occupait des chevaux. Maintenant, un maréchal, si vous dites à un maréchal que c'est un palefrenier, il ne sera pas très très content. Enfin, je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte que l'administration, c'était vraiment des délégués domestiques, hein, une émanation direct du Seigneur, et il faisait confiance à ces gens-là parce que justement, ils étaient dépendants de lui. Alors, par contre, pour ses vassaux, il n'était pas toujours confiant, parce que les vassaux pouvaient voler de leurs propres ailes, dire bon, ok, je suis vassal pour le moment, mais après, je vais mettre ma propre seigneurie, etc. Donc voilà, c'était pour vous donner une idée de l'organisation de la féodalité. Et j'ai écrit qu'il n'y avait pas de monnaie, puisqu'on est dans un système où il y a des seigneuries qui sont indépendantes, autonomes. Un seigneur, à cette époque-là, qui avait plusieurs endroits, si vous voulez, il y avait plusieurs châteaux, par exemple, et bien il se déplaçait dans l'année d'un château à l'autre avec sa cour pour manger, consommer ce que ces paysans, ce cerf, avaient fabriqué pendant le temps. Et une fois qu'il avait tout consommé, il allait à un autre château, et puis il s'installait, et voilà. Donc, en fait, il n'y avait pas de commerce, pas de monnaie. Hein, pas besoin de monnaie, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'échange entre les gens en plein cœur de la féodalité. Hein. Ça ne veut pas dire que... Alors, dans le système féodal classique. Mais après, ça va se développer. Ça va se développer à partir du moment, après Charlemagne, l'empire de Charlemagne va s'ouvrir au commerce, va s'ouvrir un certain nombre de choses. Mais dans le système classique, avant, si vous voulez, à Volomie, il n'y a pas de monnaie. OK ? Bon, je résume, hein, donc je dis forcément des choses peut-être un peu fausses par rapport à la précision historique, parce que je résume. Et enfin, je voudrais vous parler de la fin de la féodalité. Alors, cette féodalité que je vous ai décrite à peu près avant l'an 1000, hein, eh bien, elle va changer à un moment, parce qu'il va y avoir la révolution agricole du 10e, 11e siècle, de l'an 1000 en gros. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, avec Charlemagne, le commerce commence à frémir un petit peu, les seigneurs commencent à avoir envie de se développer un peu, et donc ils ont envie de développer leur armement. Et que vont-ils faire ? Eh bien, ils vont encourager le développement de la sidérurgie. Alors, elle était connue depuis très longtemps, hein. Le minerai de fer, c'était connu depuis très longtemps, mais ça n'était pas développé au moment du Moyen-Âge, un peu enfermé sur lui-même. Là, la sidérurgie va se développer, comme ça les seigneurs pourront avoir une armure, pourront avoir des armes offensives, des épées, des glaives, tout ce qu'il faut, et donc
ils encouragent le développement de la sidérurgie. Eux-mêmes, sur leur territoire, s'ils ont des minerais, ils encouragent l'exploitation. Il y a des monastères qui vont se mettre à exploiter le minerai de fer. Tout ça, sidérurgie. Pour les armes. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Des fois, on dit la technologie des armes sert après dans la vie quotidienne. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le développement de la sidérurgie va faire que il va y avoir aussi l'outillage qui va se développer, et en particulier dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait quasiment pas d'outils métalliques. Là, les outils métalliques vont commencer à apparaître. Et un outil particulier va apparaître, qui existait déjà, mais qui s'est développé à ce moment-là, c'est la charrue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une charrue? Une charrue, c'est un instrument aratoire, comme on dit, un instrument, qui a un soc, qui rentre dans le sol, et un versoir, c'est-à-dire on rentre dans le sol et on retourne le sol. Ce n'est pas la même chose qu'une arrière. Une arrière, c'est un bout pointu, comme c'est une sorte de soc finalement, qui avance, et puis qui trace une ligne. Il n'y a pas du tout la terre n'est pas du tout, ça trace une ligne, et après on peut semer les graines dans la ligne tracée. Mais ça, c'est ce qu'il y avait au Moyen-Âge, c'était un système hérité de l'Antiquité romaine, etc. Ça, c'est ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Mais réfléchissons, quand on fait comme ça, eh bien les graines, elles sont semées, mais les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui ne sont pas plus mauvaises que d'autres, mais qui sont concurrentes des végétaux qu'on va cultiver, eh bien elles sont là, elles peuvent étouffer la graine. Et donc, les rendements ne sont pas terribles dans ce système, à moins de désherber à la main, à moins de faire un travail de folie. Tandis que s'il y a un versoir, on retourne la terre, et donc l'herbe, les mauvaises herbes qui sont à la surface, se retrouvent enfouies. Donc, on arrive avec une terre propre, c'est-à-dire avec très peu de concurrents des végétaux cultivés. Et ça, c'est une révolution extraordinaire, parce que ça va faire que les graines vont pouvoir pousser beaucoup plus, et les rendements vont augmenter. Mais avant, je crois qu'avec l'arère, on semait une graine, on en récoltait 2. Là, on sème une graine, on en récolte 4 ou 5, avec ce système de nettoyage des terres. Et pour aller à fond de ce nettoyage, eh bien, on décide de faire ce qu'on appelle l'assolement réglé. C'est-à-dire que quand on a une grande surface, c'était quand même difficile de labourer. Donc on ne pouvait pas labourer toute la surface. On s'est dit, je vais en labourer un tiers ou la moitié, et je vais le faire à un moment de façon à ce que ce soit efficace, c'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, un bout de ma terre, et là-dessus, je vais laisser pousser toutes les plantes, tout ce qui pousse pendant un an. Toutes les mauvaises herbes, je vais laisser pousser. Et puis après, avec ma charrue, je vais labourer et enfouir ces herbes. Et donc, de cette façon, j'aurai une terre propre. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, maintenant, on fera un tiers de la terre en jachère. Alors, il faut savoir que la jachère, le mot labourer, ça se disait jachérer à l'époque. C'est-à-dire que la jachère, ce n'est pas le repos de la terre, pas du tout. La jachère, c'est de la terre qui va être labourée. Voilà. Et donc, ils avaient la jachère. Et alors, un tiers en jachère. Dans le nord de la France, céréales, ensuite céréales d'automne, qui poussaient pendant l'hiver, qui étaient dans la terre pendant l'hiver et qui poussaient après. Et après, comme il y avait un printemps un peu humide, eh bien, on pouvait faire même une céréale de printemps. Dans le sud, on ne pouvait pas. On faisait juste jachère, céréales d'hiver, parce que le printemps est tellement sec que de toute façon, ça n'aurait pas poussé. Donc, c'est le départ de l'assolement réglé, c'est-à-dire que les villages devaient s'entendre entre eux pour dire il y aura une partie du village qui sera en jachère, parce que si vous faites un petit bout de jachère là sur votre lopin et qu'ailleurs ça ne se fait pas, ça ne marchera pas. Donc un bout en jachère, un bout en céréales d'hiver, un bout en céréales de printemps. Et donc c'est le début de l'assolement réglé. Et c'était encore plus intelligent que ça, puisque sur la jachère, on parquait les animaux. C'est-à-dire que les animaux, ils allaient dans la journée se nourrir dans les forêts, sur les friches, et après la nuit, on les parquait sur la jachère, et avec leur déjection, il y avait un transfert de fertilité qui se faisait. Donc c'est un système qui est beaucoup, beaucoup plus productif
que celui d'avant. Il ne se met pas en place d'un seul coup. Il se met d'abord en place au nord de la Loire, dans certaines régions, et puis après, progressivement, il va se développer. Mais c'est suffisamment important pour qu'on parle d'une révolution agricole. Et cette révolution agricole, avec une augmentation considérable des rendements et de la capacité qu'on a à défricher avec des outils métalliques, va faire qu'on va augmenter la surface cultivée beaucoup avec les défrichements et que la population va beaucoup augmenter. Il y aura une très forte croissance démographique. Alors j'ai oublié de vous dire dans la révolution agricole, je vous le dis quand même, c'est qu'il y a aussi l'invention, en tout cas le développement du collier de cheval et du joug, parce qu'avant l'arrière était tiré par les esclaves, il y avait une sorte de laisse là, et ils tiraient, et ça les étranglait un peu. Oui, ça les étranglait un peu, mais là, donc le collier d'épaule de cheval ou le joug permettait de tirer, d'être beaucoup plus puissant pour tirer et puis d'utiliser les animaux. Hein, bon, d'accord. Donc voilà la révolution agricole qui bouleverse complètement le paysage de l'Europe occidentale. Et donc à ce moment-là, comme l'agriculture est plus productive, il y a besoin de moins de personnes pour nourrir les gens. Une personne avant pouvait nourrir, mettons, 2 personnes, après elle pouvait en nourrir 3 ou 4. Donc certaines personnes peuvent se détourner de l'agriculture et devenir des artisans. Et les seigneurs vont organiser donc sur leur territoire des petits bouts, on appelle ça des villes, mais ça ressemble beaucoup à des campagnes, hein. Mais il y aura des petits endroits, là, des endroits où ils vont mettre leurs artisans et où ils vont ainsi leur dire vous fabriquez des choses pour moi. Un peu comme dans la cité athénienne, si vous voulez, mais sur un bout de leur territoire, avec des artisans qui dépendaient encore d'eux personnellement, qui n'étaient pas libres. Hein. Et dans ces villes, ils ont commencé à attirer des commerçants se sont développés parce que le seigneur avait intérêt à vendre les choses, parce qu'il en tirait de l'argent. Donc, des commerçants se sont développés. Et ensuite, les commerçants, les artisans se sont dit ce serait quand même drôlement mieux si on ne dépendait plus du seigneur. Donc dans certains cas, ils ont réussi à obtenir des franchises, à s'affranchir du pouvoir du seigneur. Ça, c'est pas fait partout, mais c'est à cette époque-là qu'ont fleuri les villes, genre Villefranche, les choses comme ça. Et donc, début d'affranchissement, donc apparition de parties du territoire qui ne dépendaient plus des seigneurs. Ils n'avaient plus tout le territoire. Bien. Et cela s'est fait donc jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, mais au XIVe siècle, on a atteint les limites du système. C'est-à-dire que le système de production agricole, au niveau technique où ils étaient, ne pouvait plus pas produire plus. On était allé on cultivait assez haut en altitude, on avait essayé d'aller au bord des marais, enfin on faisait les terres très caillouteuses, mais on n'arrivait plus à étendre la surface et à augmenter les rendements. Donc la population, elle continuait sur sa lancée, continuait à augmenter, mais la nourriture n'augmentait pas. Donc il y a eu des disettes, des famines. La population n'allait pas très bien, et donc il y a eu plein d'épidémies de peste. Et il y en a une que les historiens considèrent comme très importante, c'est l'épidémie de peste noire de 1348. Et cette épidémie a fait quoi ? Eh bien, elle a, dans certaines régions, 90% de la population a disparu. Donc le seigneur, il se retrouve face à des terres, plus personne dessus. Qu'est-ce qu'il fait s'il n'est pas mort lui-même de la peste, hein. Bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, il va falloir que je trouve une solution. Et sa solution, ça va être de dire à des gens qui restent, qui sont un peu partout, venez sur ma terre, mais vous ne dépendrez plus de moi. Je vais vous louer votre terre. C'est-à-dire que vous serez libre sur la terre que je vais vous donner, enfin vous louer. Vous serez libre et en échange, vous me donnerez un fermage ou un métayage. C'est plus du tout la même chose que la relation féodale, vous êtes d'accord, hein, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on va lui donner soit de l'argent, soit quelque chose en nature. Et avec cet argent, le seigneur, il va falloir qu'il s'achète les armes pour être puissant, enfin tout ça. Donc il va être, et puis ses objets de prestige, tout ce qu'il aime, donc en faisant ça,
il commence à accepter, à mettre le doigt dans l'engrenage de la logique du commerce, de l'argent, de la monnaie. Il n'est plus autonome par rapport à ça. Il dit, eh ben maintenant, oui, j'accepte, je touche de l'argent et avec ça, je vais vivre avec ça. Alors, la prochaine fois, je fais du teasing, donc la prochaine fois, on étudiera le développement de cette histoire que j'ai commencée aujourd'hui, le développement du commerce, et on entrera vraiment dans le cœur de l'économie contemporaine. On parlera du commerce et des premières théories économiques qui ont été mises en place, le mercantilisme et la physiocratie. Voilà, c'est ce qu'on fera la prochaine fois, si vous voulez bien. Bon, et bien maintenant, je voudrais vous donner quelques éléments de réflexion sur ce qu'est l'intérêt général. Alors, on n'y est pas encore tout à fait, parce que nous avons parlé de l'État, mais pas encore de l'État-nation. L'État-nation, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, quand le commerce se sera développé, quand le roi sera apparu, la monarchie sera apparue, voilà. Et donc, il y aura non seulement un État qui a le pouvoir sur les gens, mais aussi une nation, c'est-à-dire des gens qui ont l'impression d'appartenir à une même communauté. Donc, on n'est pas encore à l'État-nation dans le cours que je vous ai fait, mais c'est quand même je pense quand même que c'est bien de s'intéresser à l'intérêt général. Alors, qui concerne donc plutôt les États-nations. Mais j'avais envie de réfléchir à ça. Donc, l'intérêt général, si je vous demandais à chacun d'entre vous votre notion de l'intérêt général, il y aurait une notion différente chez chacun d'entre vous, parce que chacun a une notion différente de l'intérêt général. Donc c'est quasiment impossible à définir. Alors moi je le définis un peu comme l'intérêt du groupe ou de la communauté ou de la nation, un peu comme, vous savez, chez les chasseurs-cueilleurs, ce qui était important, c'était que le groupe, la société continue, c'était pas l'individu. Donc là c'est un peu ça, l'intérêt général, cette notion-là revisitée dans l'État-nation, d'une certaine façon. Alors il y a deux visions de l'intérêt général. L'intérêt général, on s'y est intéressé au XVIIIe, XIXe siècle, vraiment. Alors il y a d'abord la version française, étatiste, que nous connaissons bien, c'est-à-dire que les individus sont libres, normalement, à l'état sauvage, c'est ce que disait Rousseau quand il parle de contrat social, ils sont libres, mais à partir du moment où ils vivent en société, il va falloir qu'ils abandonnent une partie de leur liberté pour que la société puisse fonctionner. Et ils sont prêts à le faire si, en échange, la société leur apporte des avantages. C'est ce qu'on appelle, en très grand résumé, le contrat social. Et donc, ça veut dire que les gens sont prêts à abandonner certaines de leurs prérogatives à l'État pour que l'État assure le bien, l'intérêt général, le bien du groupe. Bon, ça c'est la vision française. Cela veut dire qu'on transfère à l'État le soin de bien gérer le groupe, d'une certaine façon. Et donc, dans cette façon de voir, il n'est pas question de parler de lobbying, c'est-à-dire il n'est pas question de dire il y en a qui vont défendre leurs intérêts. Non, non, c'est l'État qui est chargé de l'intérêt général. Et nous, on appelle le lobbying le trafic d'influence. On ne l'appelle pas ça du lobbying, historiquement en tout cas. Bien. Et l'État va faire qu'il va y avoir un service public, c'est-à-dire un service qui va être géré ou contrôlé par l'État dans le but de l'intérêt général. Et qui ne va pas être forcément rentable, qui va faire des investissements coûteux peut-être pour la collectivité, mais qui serviront à la collectivité, qui va sortir de la rentabilité pour assurer un service public à tout le monde. Et la dernière fois, je vous expliquais ce que c'était qu'un service public. C'est un service ouvert à tout le monde, dans les mêmes conditions, et où il n'y a pas d'exclusion. Voilà. Donc, notion de service public à laquelle en France on est très attaché. Alors, il y a des critiques de cette version étatiste, c'est la critique marxiste en particulier, qui dit c'est une illusion de croire que l'État peut veiller à l'intérêt de chacun. C'est pas vrai. L'État veille à l'intérêt de ceux qui dirigent l'État. Par exemple, le protectionnisme, c'est bien pour les industries, mais c'est pas forcément bien pour tout le monde. L'intensification de l'agriculture, la hausse de la productivité agricole,
c'est bien pour que l'État, la nation, soit indépendante au point de vue alimentaire, donc c'est bon pour l'intérêt général, mais ça donne des produits qui sont très chimisés, et toute la disparition de l'agriculture qu'on connaît actuellement. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt des agriculteurs, par exemple? Voilà, on peut allonger la liste. Les autoroutes, c'est bien pour tout le monde, mais pour ceux qui sont expropriés, bof, bof, quoi. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est la critique. Est-ce que l'État peut vraiment parler d'intérêt général? Est-ce que tout le monde se retrouve dans cet intérêt général? C'est la question. Là, c'est la version française. Il y a une version anglo-saxonne qui dit que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Il n'y a pas besoin d'un État. Il suffit que chacun exprime son intérêt, et puis ça fait une résultante. C'est ça l'intérêt général. Là, on est à fond dans la logique de Smith, d'Adam Smith. Vous vous rappelez ce que j'avais dit, la main invisible? C'est-à-dire que si les gens sont égoïstes, eh bien, ils défendent leurs propres intérêts. Et puis, on voit que même si les gens sont égoïstes et qu'ils défendent leurs propres intérêts, finalement, ça donne une société qui fonctionne. C'est la main invisible qui est l'intérêt de chacun, en fait. Et donc, c'est directement issu de cette vision des choses, de la main invisible d'Adam Smith. Dans cette vision, le lobbying est parfaitement admis, puisque c'est un particulier qui va dire « moi, c'est mon intérêt, je le défends ». Donc c'est parfaitement admis, c'est le normal. Mais la critique, c'est est-ce que chacun a le même poids dans la société pour défendre son intérêt? En fait, on revient exactement à la même critique que celle de la version étatiste. C'est est-ce qu'il y a vraiment une égalité dans la revendication de l'intérêt de chacun? Non, probablement pas. Et donc même là, c'est l'intérêt de certains, et pas tout le monde et pas de chacun, qui est défendu. Donc, c'est juste pour avoir quelques éléments de réflexion. Et je vais terminer en vous parlant de l'intérêt général dans l'Union européenne, parce que c'est un sujet qui peut quand même peut-être nous intéresser. Alors, ce qu'il faut savoir en préambule, c'est que c'est plutôt la conception anglo-saxonne libérale qui est retenue, ce n'est pas la vision étatiste, ça on s'en doute, maintenant, on le sait maintenant. Et le lobbying est officiel et reconnu. Alors les chiffres que j'ai mis, c'est qu'il y a environ 4000 lobbyistes pour 751, je crois, parlementaires. Donc chaque parlementaire a 5 ou 6 lobbyistes pour le persuader de voter les bonnes lois, d'aller dans le bon sens. Bon, alors il faut être fort pour résister. Mais c'est parfaitement reconnu, c'est officiel, transparent. En tout cas, il y a des listes de lobbying. Bon. Alors, ça, c'est un préambule. Maintenant, est-ce qu'on parle vraiment d'intérêt général dans l'Union européenne? Il semble qu'on en parle très rarement. Ce n'est pas le sujet. Sauf dans l'article 213, où on dit ce sont les membres de la Commission européenne qui exercent leurs fonctions en pleine indépendance dans l'intérêt général de la communauté. Bon, donc c'est la Commission qui est chargée de l'intérêt général, officiellement. Alors notez bien, en pleine indépendance. Cela veut dire, dans le sens du texte, ça veut dire en pleine indépendance par rapport aux États. Mais en fait, est-ce que par rapport au lobby, ils sont en pleine indépendance? C'est une question que je laisserai en suspens. D'accord? Et comme c'est la commission qui est chargée de ça, la commission étant chargée essentiellement de ce qui se passe des affaires économiques, le reste ce n'est pas pas son business, eh bien, c'est l'intérêt général pour l'Europe, l'Union européenne, est forcément lié aux échanges, au commerce, à la concurrence, etc. Ça ne peut pas être autrement. D'accord? Dans la conception même. Et ça, c'est sur la dernière page, ne vous inquiétez pas. Mais donc, il y a eu les Français qui ont essayé de défendre l'idée d'un intérêt général, public, etc. Ça, c'était en 1996, ils avaient fait un mémorandum. Bon. Et puis, on a enterré ça. Mais quand même, ils ont continué à insister. Donc, ils ont dit, donc la commission a dit, nous allons faire un livre vert des services d'intérêt général. Donc, en 2003, elle a fait un livre vert. Et donc, comment est défini l'intérêt général?
c'est la satisfaction des besoins essentiels des citoyens et la préservation du service public lorsque le marché n'y parvient pas. C'est ça la définition. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de marché, une logique concurrentielle, qu'on lui fait complètement confiance, sauf dans certains rares cas où on intervient si vraiment ça ne marche plus pour la préservation, pour les besoins essentiels des citoyens. Bon, ça c'est une définition. Bien. Et j'adore aussi et la préservation du service public, parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait respecté, à moins qu'on estime que la privatisation aide à satisfaire les besoins essentiels des citoyens. Voilà. Voilà. Et donc, ils ont défini, la commission a défini un certain nombre de services d'intérêt général. Alors moi j'ai noté le service d'intérêt économique général. C'est ceux qui vont dépendre de la commission. Ça c'est les transports, les télécommunications, l'énergie, bon, les fameux barrages privatisés. Tout ça c'est des services d'intérêt économique général sur lesquels la commission a la main. Alors, il y a aussi d'autres services qui ont été définis, des services d'intérêt non économique général, sur lesquels la Commission n'a rien à dire, c'est la justice, la police, la santé, les choses comme ça. Hein. Et puis, il y a les services sociaux d'intérêt général. Alors ça, c'est pour les personnes vulnérables, donc sécurité sociale, le chômage, etc. Ce n'est pas la Commission non plus. Non. Ce qui concerne la Commission, c'est les services d'intérêt économique général, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et donc, tout ce à quoi on assiste comme privatisation actuellement, en gros. Hein. Enfin, moi, c'est ça que je dirais en résumé. Voilà. Et donc, la Commission n'a pas défini ce que c'était que l'intérêt, un service public ou quelque chose comme ça. Elle parle de service universel. Alors j'ai noté ce que c'était. Dans un environnement concurrentiel, donc on est dans un environnement où on est dans le marché, la concurrence, et où on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui en souffrent. Enfin, que les besoins essentiels ne sont pas tout à fait satisfaits. Alors qu'est-ce qu'on fait? On impose aux producteurs la fourniture de services, pourquoi j'ai mis de tous, permettant d'assurer l'accès de tous à une consommation minimale à un prix acceptable. Voilà. Donc l'idée, c'est un service universel. C'est pas un service gratuit, c'est pas un service public, non. On dit aux gens, aux producteurs, il va falloir que vous le produisiez à un prix acceptable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Et pour une consommation minimale. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens, enfin, tout le monde ne va pas être traité de la même manière. Il y aura ceux qui auront une consommation minimale avec un prix acceptable. Il y aura ceux qui n'auront pas accès au prix acceptable parce qu'ils n'auront pas les moyens de le payer, déjà. Ensuite, il y aura ceux qui auront accès à la consommation minimale, puis il y aura les autres qui auront accès à une consommation correcte, quoi. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'interprète, d'accord? Voilà. Donc, alors, le service universel, c'était quelque chose, c'est une notion très anglo-saxonne, mais qui n'est pas forcément débile. Je crois qu'elle a été mise en place aux États-Unis par quelqu'un qui était chargé, un opérateur téléphonique, au 19e siècle, au début du 20e, quand le téléphone s'est développé. Et en fait, il y avait plein de petits réseaux téléphoniques dans les États-Unis. Et cet homme, qui avait quand même une vocation sociale, enfin moi je trouve, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il a dit, il s'est arrangé pour que tout le monde se coordonne pour donner un service universel, c'est-à-dire que de n'importe quel point des États-Unis, on pouvait joindre n'importe quel autre point à un prix correct. Et en alignant les prix de façon à ce que tout le monde, enfin beaucoup de gens puissent y avoir accès. Donc sur le point de départ, c'était pas absurde comme sujet, d'accord. Mais après, eh bien voilà ce qu'en dit la Commission. Voilà, je voulais simplement vous donner ces éléments de réflexion sur l'intérêt général. Vous voyez, c'est pas très long, mais j'ai trouvé intéressant de m'intéresser à l'intérêt général dans l'Union européenne, parce que ça ouvre des possibilités. Voilà, donc s'il y a des questions, c'était juste ça que je voulais rajouter. Ok ? Merci beaucoup. Merci.
Voilà.